Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. La réforme territoriale qui va être abordée à plusieurs reprises par les sénateurs. Trois questions vont être posées, dont celle de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour le groupe UMP. C'est le Premier ministre Manuel Valls qui devrait lui répondre. Les groupes des radicaux de gauche et le groupe communiste vont également interpeller le gouvernement sur cette réforme territoriale annoncé et précisé en début de semaine par le président de la République. Parmi les autres thèmes qui vont être abordés lors de cette séance des questions d'actualité au gouvernement, il y a la lutte contre le terrorisme, avec notamment deux questions de la sénatrice écologiste Esther Benbassa, mais également du président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, qui est sur notre plateau et qui va sans doute nous en dire un petit mot dans quelques minutes. Là encore, Manuel Valls, je crois, Jean-Pierre Sueur a prévu de vous répondre cet après-midi. C'est des questions qui font suite bien sûr à ce qui s'est passé le week-end dernier au musée juif de Bruxelles. Et puis les mesures fiscales vont également ce sont des questions qui vont être posées au gouvernement, alors qu'il y a des questions qui se posent ces derniers jours autour du pacte de responsabilité. Le MEDEF, la CFDT semblent prendre leur distance avec ce pacte de responsabilité. On y reviendra également lors de cette séance des questions d'actualité et puis ensuite avec nos invités. Mais on va commencer par un point sur la décentralisation, parce que c'est quand même la grande réforme annoncée cette semaine par le président de la République. Une réforme qui a déjà été largement commentée ici au Sénat par les groupes politiques, par les présidents de région, les présidents de conseils généraux qui sont nombreux au Sénat. On a sur notre plateau avec nous en ce début d'après-midi d'abord Éric Doligé. Bonjour, vous êtes Bonjour. Sénateur UMP, également président du Conseil général du Loiret, et puis dans le même département, donc Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste et président de la Commission des lois. Alors en tant que président de la Commission des lois, Jean-Pierre Sueur, bonjour. Quand ce texte autour des régions va arriver en examen en Commission des lois ici au Sénat et puis après dans l'hémicycle? On nous a dit en juillet, donc ce sera en juillet. Et Pour en une commission première lecture, et en séance? En commission et en séance. D'accord. Donc c'est un délai relativement court finalement Oui, pour mais aborder cette question très importante et qui tient au cœur des sénateurs. J'espère qu'il y aura 2 lectures dans chaque assemblée. Ça me paraît nécessaire pour un texte de cette importance. Est-ce que vous avez un engagement du gouvernement sur ce point? Si je vous dis mon espérance, c'est que je me suis renseigné auparavant pour ne pas être déçu. D'accord, donc vous n'allez pas être déçu, Éric Doligé, ça vous rassure peut-être. Tout le monde, et notamment les Français, sont plutôt pour ce regroupement de régions. Il y a quand même une opinion dans une large part plutôt favorable à ce regroupement de régions. Est-ce que l'opposition ici au Sénat va avoir une position un petit peu constructive sur ce dossier? Est-ce que vous allez essayer d'avancer ensemble avec la gauche, avec Jean-Pierre Sueur par exemple? Non mais on est très constructif dans l'opposition. La preuve, c'est que l'on a travaillé sur un rapport de manière égalitaire entre la gauche et la droite, un rapport qui s'appelle le rapport Raffarin-Cratinger, qu'a cité au moins 3 fois le Premier ministre dans son discours, même bien plus. Bon, allez, mettons 20 fois, en disant que c'était la référence des références, sauf qu'il ne cite que la moitié du rapport, la diminution par 2 du nombre de régions, question sur laquelle on est tout à fait d'accord, mais il a oublié le maintien des départements, puisqu'il faut marcher sur 2 jambes, les départements d'un côté qui sont la proximité, et les régions diminuées en nombre pour leur permettre d'avoir une certaine taille. Donc nous, si l'on va sur le rapport Cratinger-Raffarin, qui est notre Bible, et qui devrait être la Bible du Premier ministre, après ce qu'il dit, à moins qu'il nous raconte des histoires, ce qui n'est pas possible, bien évidemment, on ne change jamais d'avis quand on gouverne un pays, a priori on devrait être d'accord. Mais c'est quand même assez mal parti, puisqu'aujourd'hui, on sent qu'on ne prend qu'un aspect. Vous estimez, vous, qu'il y a qu'un étage de la fusée, finalement, en termes de réforme territoriale, qui a explosé depuis longtemps. Mais vous savez, les fusées, ça se recompose. On a bien vu que la fusée du mois de janvier n'était pas la même que celle du mois d'avril, qui n'est pas la même que celle du mois de juin. Donc d'ici le mois de juillet... Même si le gouvernement semble afficher une certaine fermeté sur le dossier. Ce qui me fait plaisir, c'est que Jean-Pierre Sueur espère qu'il y aura 2 lectures. Espérons que cela sera la réalité. Et si vous espérez 2 lectures au Parlement, Jean-Pierre Sueur, ça veut dire que vous espérez aussi un débat ouvert notamment aux amendements des sénateurs? Absolument.
Et je vais vous répondre sur les 2 points que vous avez évoqués, Perrine Tarnot. Premier point, les régions. C'est une bonne idée d'avoir des régions plus fortes. Entre nous, des régions plus fortes, ce n'est pas forcément des régions plus vastes. La force d'une région ne tient pas à la superficie. Alors ça passe par quoi? Eh bien, ça passe par un débat parlementaire, puisque vous avez lu comme moi que le président de la République a dit que la carte qui a été publiée était soumise au Parlement et que Monsieur le Premier ministre a dit qu'il y aurait forcément des évolutions. Donc nous avons le même Premier ministre qui a aussi fermé la porte, notamment à ce qu'on a appelé à un moment le droit d'option sur certains départements pour pouvoir glisser d'une région à une autre. Vous savez que la loi, elle est faite par le Parlement. Et nous avons hérité avec Éric Doligé d'une région un peu vaste qui commence dans l'Eure-et-Loir et qui finit presque à Bordeaux. Il me semble qu'il y a d'autres solutions. Moi, je suis très attaché au Val-de-Loire. Donc parce vous que vous espérez voyez, que le Val-de-Loire, revienne c'est sur une région entre le centre naturelle. et le Limousin? Mais écoutez, on va discuter. Et moi, je ne considère pas que cette carte soit à prendre ou à laisser. C'est un sujet dont nous allons parler. Et rien n'est fini à cet égard. Ouais. Deuxièmement, pour ce qui est des départements, il y a eu un moment une sorte d'accélération que j'ai trouvée préjudiciable. On nous a dit pratiquement, on va supprimer tout de suite les départements. Moi, j'ai pensé que c'était absurde. Et je l'ai dit d'ailleurs au président de la République. Et ce qui a été annoncé, c'est qu'on allait faire les élections départementales en 2015. Donnons-nous 5 ans pour que les choses se passent bien et que l'on voit les compétences qui peuvent être transférées aux régions, aux communautés de communes, aux métropoles, aux agglomérations. Mais il ne faut pas faire cela dans la précipitation. Et je propose qu'on en parle calmement et sereinement. Éric Doligé, est-ce que, comme Jean-Pierre Sueur, vous allez vous opposer au regroupement entre le centre et le Limousin? D'abord, je suis heureux d'accueillir Jean-Pierre Sueur dans l'opposition, donc ça me ferait plaisir de l'accueillir chez nous. On a beaucoup, mais je pense qu'on déteint petit à petit sur Jean-Pierre Sueur, ce qui est une bonne chose, et c'est pas facile. C'est peut-être l'inverse. Mais en ce qui concerne, bien évidemment, le Limousin et Poitou-Charentes, c'est pas notre attirance naturelle. C'est pas votre tasse de thé? Enfin, quand vous regardez ce qui se passe tous les matins dans l'Orléanais, puisque je parle plutôt de la région du Loiret et d'Orléans, tout le monde monte vers Paris, vers le nord, personne ne descend vers le sud. Je pense qu'il y en a. Mais quand vous habitez Poitiers, vous êtes quoi? Vous êtes maintenant à 1h30 de TGV de Paris aussi? Oui, vous êtes à 1h30 de TGV de Paris, mais vous êtes à 2 heures de route d'Orléans, et puis il y aura 540 km entre le nord et le sud de la région. C'est le principe aussi du regroupement de régions, forcément. Non, c'est pas le principe. Le principe, on peut arriver à trouver des régions qui ont une forme homogène, qui ont éventuellement une métropole. Il aurait été bien que chaque région ait à la limite leur métropole pour avoir un lieu d'attirance, un lieu de reconnaissance. Ça aurait été quoi, Éric Doligé? Écoutez, moi, j'étais pas opposé. C'était pas ma tasse de thé, comme vous dites, mais j'étais pas opposé, comme l'a dit Jean-Pierre Sueur il y a un instant, d'aller plutôt vers l'ouest, donc d'aller plutôt sur l'axe ligérien, parce qu'il y avait une certaine continuité liée à la Loire. Mais monter, moi je l'ai dit depuis 10 ans, mais j'étais peut-être en avance, que de monter vers le nord, c'est-à-dire vers le sud du bassin parisien, avec les Yvelines et la Seine-et-Marne, on a la Brie et la Beauce, on a des secteurs ruraux, on a des secteurs industriels qui sont denses, il y a des secteurs de recherche à Saclay qui sont extraordinaires. Donc vous voulez forcément aller vers des départements plus riches que vers écoutez, des départements nous on nous dit, un petit peu moins riches, on nous dit on va vous mettre avec les plus pauvres de manière à vous appauvrir. Moi je dis, je préfère de manière à les enrichir. Oui, enfin, on peut voir ça d'une autre façon. Vous savez, quand on n'est pas très riche, on n'arrive pas à enrichir les pauvres. Par contre, quand on n'est pas très riche, mais qu'on n'est pas trop mal, comme nous sommes dans le nord de la région, lorsque l'on part avec des régions dynamiques auxquelles on peut apporter quelque chose, je pense que tous ensemble, on peut tirer vers le haut. Tirer vers le bas, ça n'a aucun sens. Et je pense que les régions telles qu'elles ont été travaillées sur un plan purement politique et pas sur un plan économique et de développement. Alors c'est tout le travail qu'on va avoir à faire pendant plusieurs mois, j'espère, de très nombreux mois. Mais quelle garantie, Jean-Pierre Sueur, vous avez du gouvernement que les choses pourraient éventuellement évoluer? Perrine Tarnot, c'est un point où je suis en désaccord avec Éric Doligé depuis longtemps. Ah, mais je sais. Depuis longtemps. Parce que Éric Doligé pense finalement qu'on pourrait se raccrocher à l'Île-de-France ou à des départements de l'Île-de-France. Alors, je tiens là-dessus à dire 2 choses.
Premièrement, mon respect et mon amitié pour le On va pas faire que le débat Limousin. sur le centre et puis Limousin et la séance va bientôt Poitou-Charentes, ce démarrer, oui. sont de belles et magnifiques Ça, c'est régions. du Jean-Pierre Sueur. ça. Voilà, mais non, mais c'est pas mal, mais c'est bien toi, ça. j'assume. Ouais. Deuxièmement, ce serait une erreur de faire une région para-Île-de-France parce qu'on deviendrait une grande banlieue ou une super périphérie. C'est le En risque, revanche, effectivement. je suis toujours un partisan du Val-de-Loire et je crois que dans le schéma qui a été présenté, il y a de bonnes choses, il y a des choses à revoir, c'est à ça que sert le Parlement. Alors on voit sur ces images qu'on a vu Manuel Valls arriver dans l'hémicycle du Sénat et là le président du Sénat Jean-Pierre Bel également. Donc la séance faut va qu'on y bientôt aille démarrer. Non, vous avez encore 2 minutes je pense Jean-Pierre Sueur. Ah bon On sent bien que ça va être très difficile de trouver une majorité ici au Sénat pour adopter ce projet de loi autour de la refonte des régions françaises. Mais on nous disait déjà cela pour les métropoles. Hmm. Or, vous avez vu que grâce au Sénat, Un on a compromis a été créé trouvé. la métropole de Lyon, celle du Grand Paris et celle de Marseille. Donc vous avez toujours l'espoir de trouver ici Mais au moi, Sénat je une majorité suis alors que optimiste. l'UMP va s'opposer, les centristes aussi. Mais on va Les communistes discuter. Ce serait pas mal de discuter avant de savoir si on s'oppose ou si on ne s'oppose pas. Hmm. Vous ne trouvez pas que c'est Est-ce bien que, vous allez avoir suffisamment de temps pour débattre de cette question ici au Sénat si Eh le projet de bien, loi n'arrive comme en je commission vous que ai début dit- juillet, Comme je vous ai dit juste avant la séance? que j'étais un grand partisan de Hmm. 2 lectures, c'est pour avoir le temps nécessaire. Il faut que ça mature. Dans sa tribune publiée dans la presse quotidienne régionale mardi matin, le président de la République évoque aussi la question de l'intercommunalité. Ça a été moins évoqué, moins débattu pour l'instant, avec une refonte du seuil pour l'intercommunalité à 20 000 habitants. Il y a déjà eu des regroupements récents, ça s'est parfois fait dans la douleur. D'imposer ce nouveau seuil, ça vous semble difficile, Éric Doligé? Moi, je suis effaré. Parce qu'il y a les régions, les départements, les intercommunalités. Elles viennent d'être élues il y a 2 mois. Aujourd'hui, on leur dit c'est plus 5 000, c'est plus 10 000, ça va être 20 000. Donc ça veut dire qu'on va les faire exploser, que ceux qui viennent d'être élus dans 2 ans, parce qu'on nous dit au 1er janvier 2017. Ça va être insupportable. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup d'être On venu en reparlera direct de sur notre- l'intercommunalité Voilà, parce qu'il plus y a tard. aussi des choses à dire plus tard, avec plaisir. Et merci. Merci Jean-Pierre Sueur. On écoute Jean-Pierre Bel et cette séance des questions d'actualité. On se retrouve ici ensuite avec nos invités. Merci. Les derniers, de bien vouloir respecter ce temps. Pour la première question, la parole est à Robert Tropeano pour le groupe RDSE. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la décentralisation. Madame la ministre, vous êtes en charge de la réforme territoriale voulue par le Président de la République, réforme dont les concours, et pas seulement ceux de la nouvelle carte des régions, sont désormais esquissés. Et pourtant, bien des interrogations demeurent, aussi bien sur la méthode que sur le fond. Oui, Madame la ministre, les interrogations de notre groupe sont nombreuses. Elles sont à la hauteur de l'incompréhension, voire de la stupéfaction de la quasi-totalité des élus locaux de ce pays, toutes tendances confondues, mais aussi de nos concitoyens. Car l'enjeu dépasse de très loin les clivages partisans et les petits calculs politiques. Ce dont il est question, c'est de l'avenir de l'organisation décentralisée de la République, initiée en 1981 par François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre. Pour réussir, une grande réforme territoriale doit s'appuyer sur un large consensus, faire preuve d'une grande cohérence, et ses fondements doivent être clairs, ses critères irréprochables et sa finalité comprise de tous. Or, force est de constater qu'on allait loin, cela commence mal. Madame la ministre, au regard des annonces, comment est-il encore possible de justifier l'instauration, il y a 1 an, du fameux binôme que les sénateurs RDSE sont fiers de ne pas avoir voté et qui fait désormais l'objet d'un rejet massif? Pourquoi dévitaliser et ainsi vider de leur substance les conseils généraux après les avoir rebaptisés conseils départementaux il y a 1 an, tout en reculant à la fin 2015 l'élection des conseillers départementaux dont la seule véritable mission sera de gérer leur propre extinction et de fermer la porte de cette collectivité de proximité? Le sentiment d'abandon est fort dans nos territoires ruraux. Pensez-vous sérieusement y remédier en rattachant certains départements à des métropoles régionales situées à une dizaine d'heures de trajet aller-retour? Madame la ministre, êtes-vous en mesure de nous expliquer de manière argumentée la fusion de certaines régions et le non-regroupement de certaines autres? Y a-t-il là une logique autre que celle de l'arbitraire, du grand marchandage et des petits arrangements?
Où est la prise en compte des réalités géographiques, historiques et sociologiques de nos territoires? Et bien que la Bretagne ait toute sa place à la nation française, et nous y tenons, pouvez-vous illustrer vos propos avec d'autres exemples? Alors, où est la cohérence de cette réforme? Quand il y a quelques mois, vous-même, vous nous demandiez de rétablir la clause de compétence générale et que désormais, vous vous apprêtez à nous demander l'exact opposé, à savoir sa suppression. Enfin, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire à combien s'élèveraient les économies découlant de cette réforme? Disposez-vous enfin d'un chiffre un peu plus fiable que les annonces de votre secrétaire d'État? Madame la Ministre, la vraie urgence, la vraie réforme, celle qu'attendent élus et citoyens, n'est-elle pas celle de la fiscalité locale et de la péréquation financière pour établir lisibilité et justice entre les Français et entre les territoires? Je finis, Monsieur le Président. Merci de bien vouloir Il est plus que temps de finir. reprendre une démarche de réforme rationnelle et courageuse et ne plus jouer les élus contre le peuple, car nous savons, vous comme nous, qui en sort toujours vainqueur. Merci. La parole est à Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Robert Tropeano, je ne suis pas étonné de vos propos, puisque nous avons passé ici plusieurs heures à débattre à la fois dans un premier texte de l'évolution des compétences d'un certain nombre de collectivités territoriales, de ce que nous pourrions faire mieux en termes d'intercommunalité. Nous avons aussi passé un certain nombre d'heures à discuter, après le rapport de messieurs Raffarin-Crintager, des excellents travaux de Madame Gourault. Et c'est vrai que si on rassemble l'ensemble de tous ces travaux, et je n'oublie pas Monsieur Belot par exemple, vous savez que nous avons posé ici une question importante qui était: faut-il faire une réforme territoriale de l'organisation de notre République? Nous avons tous répondu oui. Bien évidemment, à partir de ce moment-là et dès le début du mois de janvier, nous avons eu des positions divergentes. Certains, s'appuyant sur les travaux de la commission Balladur, disaient gardons un nombre important de régions, peu important pardon, de régions, supprimons les départements. D'autres, s'appuyant sur les travaux de messieurs Raffarin-Crintager, disant il faut réduire au maximum le nombre de régions, 10, et garder les départements. Vous savez très bien, monsieur le sénateur, qu'il fallait que le gouvernement prenne une position à un moment, puisque les travaux avaient commencé en décembre, que nous nous étions posé la question ensemble du devenir des départements avec le renforcement des intercommunalités, qu'au moment du débat sur la métropole du Grand Paris, un certain nombre d'entre vous, sur ces bancs, et pas forcément les mêmes bancs, avaient posé la question aussi de la disparition des départements quand les intercommunalités étaient fortes. Bref, autant de questions posées. Pouvions-nous continuer à vivre nos rôles, à la fois nous dans l'exécutif sous l'autorité de Manuel Valls et vous, représentants de ce Parlement et en particulier de la Haute Assemblée, à continuer de mois en mois, d'année en année, à se poser des questions. Il y a un moment où il faut se lancer dans la réforme. Le président de la République et le Premier ministre ont décidé deux choses extrêmement importantes. D'une part, de réduire le nombre de régions. Et le préalable qui a été posé, rappelez-vous, Monsieur Tropeano, nous en avions déjà parlé ici, le préalable qui a été posé par le président de la République, et je parle en regardant le président de la région Bourgogne, dans laquelle j'étais il y a quelques jours, le préalable qui a été posé, c'est ne découpez pas les régions qui ont ensemble réussi à travailler ensemble, à créer des laboratoires, à créer un certain nombre d'outils. Bref, ne coupons pas les régions, essayons de les laisser fusionner et ensuite on verra ce que deviennent les départements. Le Premier ministre lui-même... Non, si je peux me permettre, Monsieur Carucci, je ne vais pas refaire le débat que nous avons eu pendant plusieurs heures en 2 minutes 30. Madame la ministre, s'il vous plaît, il faut terminer la question. Je termine juste, Monsieur le Président, en disant Monsieur le Premier ministre a tenu à laisser du temps pour qu'on voit comment on remplacerait ensuite les départements. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Dans toute la France, la réforme des territoires semble mal accueillie. Nous avions travaillé ici au Sénat à un large consensus afin de nourrir les travaux de l'acte 3 de la décentralisation. Il vous est même arrivé, Monsieur le Premier ministre, de faire référence à ce travail. Il y avait 2 idées clés dans ce texte et dans ce travail. D'abord,
nous avions proposé d'associer les territoires selon une approche réfléchie pour dessiner la nouvelle carte des régions. Or, nous avons appris qu'une carte a été improvisée, voire marchandée, un soir à l'Élysée. Dans leur solitude, quelques-uns ont imposé le fait du prince. L'un prônait le repli sur son territoire, ce qui condamnait l'autre à une opportune solitude. Quant à la troisième, refusée à l'ouest, rejetée au sud, elle ne pouvait s'accrocher qu'au nord. Monsieur le Premier ministre, les identités ne se négocient pas. Le lien de la vie et de l'espace mérite le respect. Les réformateurs étaient prêts à discuter, mais le verdict des cartes a brisé le débat. Cette méthode, plus féodale que républicaine, a sans doute condamné le projet. Cette précipitation événementielle peut-elle s'expliquer autrement que par des manœuvres de calendrier électoral? Ferdinand Braudel, le grand penseur de l'identité de la France, nous avait prévenu: la science sociale a horreur de l'événement. Ensuite, deuxième idée, à côté des grandes régions, nous proposions de donner un nouvel avenir aux départements. Notre vision était logique: aux grandes régions, la puissance et la stratégie; aux départements, la proximité et la cohésion. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, l'échelon départemental est dans la plus grande confusion. Il y a des allers-retours, une clarification est nécessaire. Votre gouvernement joue gros, je crois. Si vous videz la proximité de sa substance, au lieu de bâtir l'acte 3 de la décentralisation, vous inaugurerez l'acte 1 de la recentralisation. La réforme territoriale est une question d'intérêt national qui dépasse, je le dis sincèrement, les clivages politiques. Le Sénat, qui par, Monsieur le Président, la Constitution aura le premier mot législatif, a toute légitimité pour s'engager avec ambition dans la réforme. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à faire confiance au Sénat et à faire confiance à l'expérience des sénateurs? Merci. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Premier ministre, notre organisation est devenue trop complexe, souvent illisible, ce qui n'enlève rien à l'engagement des élus sur le terrain, mais ce constat, tout le monde le connaît et le reconnaît. Et ce constat est partagé, je n'en doute pas un seul instant, sur tous les bancs. Vous-même, vous l'avez rappelé, Monsieur Raffarin, vous avez rédigé un rapport avec votre collègue Yves Crattinger, honorant ainsi effectivement la place du Sénat dans nos institutions. Et ce rapport appelait à une réforme d'ampleur de notre organisation territoriale. Et vous y avez affirmé la nécessité de regrouper les régions. Vous l'avez fait. La mission menée par Édouard Balladur il y a quelques années faisait aussi ce constat. La formation politique qui vous intéresse au premier chef, elle-même sur son site, propose le regroupement autour de 8 grandes régions et la suppression des départements. Ça veut dire qu'il y a un débat partout, sur tous les bancs, sur tous les territoires et dans toutes les formations. Mais cette réforme, on en parle, mais on ne la fait pas. Et c'est ce que nous souhaitons faire, c'est de passer des mots aux actes. Et sous l'impulsion du Président de la République, nous allons le faire. Je sais bien, vous avez beaucoup d'esprit, Monsieur le Premier ministre, je vous reconnais bien là, mais bon, au lieu de s'attarder aux anecdotes, passons à la réalité. Nous avons fait, je vais y venir, nous avons fait le choix du mouvement et de la réforme. Et en refusant toute réforme constitutionnelle, beaucoup ont aussi privilégié le choix du statu quo, le choix de la posture et parfois de la caricature. Je le regrette. Et moi, je souhaite que notre pays s'engage sur ce sujet, comme sur bien d'autres, dans la voie de la réforme, parce que nous engageons l'avenir du pays. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé d'acte 1 de la recentralisation. C'est un bon mot, mais c'est faux. Comment parler de recentralisation
quand nous allons renforcer le rôle des collectivités territoriales, renforcer la démocratie locale et faire des territoires les moteurs du redressement économique indispensable pour notre pays. Des régions plus grandes, avec des compétences nouvelles, des intercommunalités recalibrées et renforcées, c'est cela pour vous la recentralisation? Non, c'est au contraire donner plus de pouvoir, plus de missions, plus de compétences aux régions et aux intercommunalités, parce que nous savons que c'est le couple qui, demain, représente l'avenir pour notre pays. Deux projets de loi, l'un sur les compétences, l'autre sur le périmètre des régions, seront présentés en Conseil des ministres le 18 juin. Et ce sont ces textes qui formeront une réforme territoriale que je crois cohérente et ambitieuse. Vous souhaitez des régions avec des blocs de compétences renforcés qui accompagnent le développement économique, l'emploi, la formation, ce sont des sujets qui vous sont chers. Eh bien, ces principes, nous les mettrons en œuvre. Une telle réforme nécessite du temps et nécessite bien sûr du débat. C'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses consultations ces dernières semaines. Le président de la République a rencontré toutes les formations politiques, les ministres concernés, Maryse Lebranchu et André Vallini. Pour ce qui me concerne, j'ai évidemment fait la même chose. Nous avons aussi rencontré toutes les associations d'élus. Ce débat va se poursuivre au Parlement dès le mois de juillet, à l'automne, sur le deuxième texte. Et c'est une responsabilité majeure que vous avez, et je ne doute pas de la capacité du Sénat à nous faire des propositions. Elles seront examinées, sachez-le, avec un grand esprit d'écoute. Mais si le président de la République n'avait pas fait cette proposition, n'avait pas mis sur la table la carte, n'avait pas indiqué un calendrier, et nous ne pouvions très honnêtement pas faire voter nos concitoyens dans un cadre qui allait être modifié peu de temps avant, déplacer les élections régionales et départementales de quelques mois pour permettre la bonne tenue du scrutin dans de bonnes conditions. Honnêtement, c'est respecter pleinement le calendrier électoral et donc le suffrage universel. Va s'engager le débat sur le département. Et de toute façon, pour transférer des compétences et des agents à qui nous devons beaucoup de respect et de l'écoute, il faut du temps. Nous devons expérimenter, nous devons adapter. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, puisque l'évolution d'un département dans une grande métropole ne peut pas être la même que dans un territoire rural ou périurbain. Et nous devons être attachés notamment aux questions de la ruralité. Ce débat, il s'ouvre. Région, intercommunalité, place de la commune, département. Il ne faut pas le regarder de manière frileuse, il faut le regarder avec l'esprit de la réforme. Le Sénat y prendra toute sa place et le gouvernement sera attentif, mais en maintenant évidemment le cap, celui de la réforme indispensable pour le pays. Merci. La parole à Muguette Dini pour le groupe UDI-UC. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge du budget. Elle concerne la situation d'urgence que rencontre le secteur de l'emploi à domicile. En 2010, je m'étais, avec mon groupe, fortement opposé à la suppression de la réduction de 15 points de charges patronales liée à la déclaration au réel des salariés à domicile. En 2012, dans le cadre du PLFSS pour 2013, j'ai été résolument contre la suppression du mécanisme de déclaration au forfait qui avait pour objectif de renforcer les droits sociaux des salariés du secteur. L'idée était généreuse, mais elle a produit le contraire de ce que vous en attendiez. Les données publiées par l'ACOS sur l'activité des particuliers employeurs pour les premiers et deuxièmes trimestres 2013 ont été un premier avertissement. Pourtant, vous avez rejeté en bloc toutes nos propositions. Aujourd'hui, nous sommes face à une dégradation inédite et inquiétante du secteur de l'emploi à domicile. Ce dernier répond pourtant à des besoins de vie importants. Garde des jeunes enfants, accompagnement des parents âgés, aide ménagère et non pas, contrairement à ce qui a été parfois évoqué, maître d'hôtel, femme de chambre, clown de goûter ou coach personnel. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Sur un an, le nombre de particuliers employeurs a diminué de 3,2 %. Le nombre d'heures déclarées a chuté de 6,1 %. L'activité des assistantes maternelles, qui jusqu'à présent résistait plutôt bien, a reculé de 2,6 %. Au total, en 2013, ce sont 16 500 équivalents temps plein qui ont été détruits,
Depuis 2011, c'est un énorme plan social de 40 000 emplois qui touche ce secteur et dont personne ne parle. Pour que particuliers employeurs et salariés retrouvent un véritable intérêt à déclarer leur activité, il faut poser un acte fort et porter à 2 € la déduction forfaitaire sur chaque heure travaillée. Nous devons soutenir l'emploi à domicile au travers d'un vrai dispositif d'aide fiscale et sociale afin de préserver et de développer ces emplois non délocalisables. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de nous préciser vos propositions en ce sens. Très bien, merci. La parole est à Christian Ecker, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Muguette-Dini, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre question qui montre l'attachement que vous avez sur la situation de l'emploi dans le secteur des services à la personne, attention qui est partagée par le gouvernement. Ce secteur souffre de 3 phénomènes. Le premier est sans aucun doute la conjoncture, mais il conviendra d'apprécier précisément cet impact. Nous rendrons très prochainement publics les éléments qui permettront d'apprécier cet impact, notamment si l'emploi direct, particulier employeur, connaît une évolution particulière par rapport à celui de l'emploi dans les entreprises de services à la personne notamment. Le deuxième élément qui perturbe ce secteur est d'ordre fiscal, comme vous l'avez dit. Il est d'ordre fiscal tout d'abord à cause d'une décision, vous l'avez rappelé, de 2011, j'attire votre attention sur la date, en 2011, une suppression de 15 points, l'abattement de 15 points sur les cotisations dont bénéficiaient les particuliers employeurs a été décidé, et ceci sans réformer les autres dispositifs d'allègement. Les particuliers gardaient pour autant la possibilité de choisir de cotiser sur une assiette forfaitaire égale au SMIC, et c'était plus avantageux pour les employeurs. Mais si c'était plus avantageux pour les employeurs, ça l'était beaucoup moins pour les salariés, puisque ceux-ci perdaient des droits sociaux, notamment en matière de retraite ou de droit à indemnité journalière en cas de maladie. Le choix de la majorité précédente a été cohérent et a corrigé cette situation aberrante en supprimant la possibilité de cotiser sur la base du forfait. Mais le Parlement a souhaité limiter l'impact de cette suppression de la possibilité du forfait en créant une déduction forfaitaire de 75 centimes de cotisation par heure de travail créée. Cette exonération a pesé pour 200 millions d'euros sur les finances publiques. Vous proposez de porter cette déduction à 2 €. À ce stade, je peux vous indiquer que cette majoration aurait un coût de l'ordre de 300 millions d'euros, ce qui doit conduire à en déterminer avec toute la rigueur nécessaire l'impact potentiel. Nous l'avons annoncé sur la base du travail d'évaluation que nous menons et dans le cadre de la discussion parlementaire, nous sommes ouverts à des évolutions puisqu'elles sont nécessaires pour défendre l'emploi dans ce secteur, ceci comme dans l'ensemble du secteur économique. Merci. La parole à Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la lutte antiterroriste. Elle fait suite à l'attentat odieux qui a eu lieu au musée juif de Bruxelles. Attentat odieux, un attentat est toujours odieux. Attentat antisémite. Et nous disons notre profonde solidarité avec toutes celles et tous ceux qui sont victimes, qui souffrent aujourd'hui de l'antisémitisme en France et partout, de ces actes barbares, inqualifiables, contraires à l'humanité. Monsieur le Premier ministre, les réseaux djihadistes qui se développent posent de réels problèmes. Monsieur le Président de la République, vous le savez, a annoncé récemment que 30 Français étaient morts en Syrie récemment, du fait de ces réseaux. Nous savons l'effort qui est mené
Vous connaissez ce sujet, particulièrement, Monsieur le Premier ministre. Je veux parler des services de renseignement. La délégation parlementaire au renseignement suit cela de très près. Je tiens à rendre hommage aux fonctionnaires des services de renseignement, aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers qui font le maximum. Nous savons que si le maximum est fait, il faut encore agir. Et nous ne pouvons nous satisfaire, évidemment, de cette situation. Il faut faire plus par rapport aux jeunes, avec nos partenaires de l'Europe et d'ailleurs, par rapport au réseau Internet. Il faut prévenir, il faut trouver les moyens pour que cela ne recommence pas, pour empêcher de tels actes. C'est difficile, mais c'est nécessaire. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir tout simplement dire au Sénat les dispositions que vous envisagez de prendre, que vous avez prises, que vous prenez, de manière à faire plus encore pour lutter contre cette horreur, cette barbarie du terrorisme. Merci. La parole à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Sueur, l'interpellation de Mehdi Nemmouche confirme dramatiquement l'actualité et l'ampleur de la menace terroriste qui pèse sur nos démocraties. Et moi aussi, bien sûr, à mon tour, je veux m'incliner devant les victimes de cet acte odieux commis à Bruxelles. Cette menace s'accentue avec l'expérience de la violence meurtrière acquise sur les théâtres de combat et évidemment en Syrie. Et j'avais déjà eu l'occasion de le dire ici même comme ministre de l'Intérieur. Je sais que ces mots avaient fait débat, mais je pense qu'ils sont plus que jamais d'actualité. L'ennemi de nos valeurs, de notre démocratie, cet ennemi, il est aussi intérieur. La loi de décembre 2012, parce que dès l'été 2012, comme ministre de l'Intérieur, j'avais été frappé par la montée en puissance, même si ça ne concernait qu'une poignée de ces Français ou citoyens résidant en France qui voulaient se rendre en Syrie. La loi de décembre 2012, qui a été votée par une large majorité ici, a permis d'améliorer notre dispositif de lutte préventif et répressif. L'accès aux données Internet des cyberjihadistes a été pérennisé dans notre droit, ce qui facilite leur surveillance. Et les actes terroristes commis par les Français à l'étranger sont punissables dans notre pays. Mais j'avais annoncé, nous avions tous convenu d'ailleurs, qu'il faudrait sans doute aller plus loin. C'est ce qui a été fait avec la réforme du renseignement intérieur et du renseignement territorial, applicable depuis le 1er mai. Et je veux rendre hommage au travail qui a été fait ici, au soutien que j'ai reçu de votre part ou de la part du président Carrère sur ces dossiers qui rassemblent évidemment sur tous les bancs. C'est également l'objectif du plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes que Bernard Cazeneuve a présenté en Conseil des ministres le 23 avril dernier et qu'évidemment j'avais préparé. Il prévoit plusieurs adaptations législatives dont vous aurez à débattre prochainement et j'espère le plus vite possible. Nous réfléchissons ainsi à la meilleure manière de compléter l'arsenal pénal face à certains comportements individuels. Et il faudra être sans doute très ouvert sur ces questions-là. Je crois qu'il ne faut s'interdire aucun sujet, conforme évidemment à notre droit, à notre Constitution, mais se pose même, et je veux le dire ici à la représentation nationale, la question de savoir comment nous traitons pas uniquement ceux qui reviennent, mais ceux qui veulent se rendre là-bas. Et au-delà des mesures que nous prenons, prévenir et contrarier les départs en retirant le passeport, en interdisant certains voyages, en s'opposant à la sortie du territoire des mineurs, en combattant et en démantelant les filières de recrutement, en renforçant la coopération européenne et internationale. Et moi, je veux saluer l'initiative de Bernard Cazeneuve d'inviter Joël Milquet, avec qui nous avions pris toutes ces initiatives dimanche dernier à Paris, en facilitant les investigations des services sur Internet et les réseaux sociaux, en soutenant bien sûr les familles, avec une plateforme nationale de soutien, un programme de réinsertion, parce que la question de la prévention est tout à fait essentielle, mais
au-delà de ces mesures, il faut poursuivre, accompagner avec ténacité, se pose évidemment la question du départ. Je pense qu'il faut réfléchir très intelligemment. Ici, il y a suffisamment de juristes, sénateurs qui connaissent bien ces questions. Comment on peut, en y travaillant notamment avec les juges antiterroristes, mieux prévenir, voire punir le seul fait de vouloir aller combattre à l'étranger, sujet compliqué mais sur lequel il va falloir travailler. 800 Français ou résidents sont aujourd'hui concernés par les filières syriennes. 490 d'entre eux combattent ou ont combattu sur le sol syrien. 320 sont recensés sur place et 30, en effet, y sont morts. 140 sont revenus de Syrie. Jamais, mesdames et messieurs les sénateurs, jamais les services de renseignement n'ont eu à affronter un tel défi numérique en matière de terrorisme et donc de suivi. Et face à cette menace particulièrement forte et mouvante, il faut s'adapter. Mais jamais notre pays n'a eu à faire face à une telle menace. Plusieurs filières ou individus ont été interpellés ou démantelés. Je vous rappelle que nous avons failli connaître un attentat sur notre sol il y a quelques semaines, à Strasbourg ou dans le sud de la France. Cette menace, elle est réelle. Et nous ne devons pas cacher à nos compatriotes l'étendue de cette menace et le danger qu'il représente. Et nous devons être donc très attentifs, nous mobiliser, renforcer la coopération européenne et internationale et armer notre paquet législatif pour y faire face. Et dans ce cadre, je sais, Monsieur le Président, que je peux compter sur la sagesse et l'esprit de responsabilité des sénateurs pour appuyer le gouvernement dans sa lutte. C'est une lutte qui doit rassembler non seulement la représentation nationale, mais tout le pays. C'est une lutte qui doit nous permettre d'éviter surtout tous les amalgames. Et je pense à nos compatriotes de confession musulmane qui doivent se sentir épaulés par la communauté nationale, car les premières victimes du terrorisme dans le monde, ce sont les musulmans. Et nous voyons bien le dévoiement que représente ce mouvement, mais le danger que cela représente aussi pour l'unité nationale de notre pays. C'est donc un véritable défi pour la France et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour le combattre. Merci. Merci. La parole à Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur qui n'est pas là, à la personne qui le remplace. Monsieur le ministre, l'antisémitisme en France, comme mes collègues l'ont déjà dit et vous-même, est désormais sur une pente meurtrière. Les attentats de Toulouse puis de Bruxelles l'ont démontré. Leurs protagonistes, l'un avéré, l'autre présumé, ont suivi des parcours similaires. Sortie prématurée du milieu scolaire, petite délinquance, radicalisation islamique en prison, voyage d'initiation au djihad au Moyen-Orient. Ils symbolisent le lien coupé avec la société française. Leur dérive nous interpelle sur l'école, sur les modalités d'encadrement de nos jeunes, sur ces mouvements de jeunesse qui ne remplissent plus leur rôle, inaptes à pallier la déstructuration du modèle familial patriarcal duquel sont en principe issus ces futurs djihadistes, endoctrinés dans la haine du juif et d'Israël au nom d'un islam extrémiste ingurgité sur Internet et gagnant bientôt l'Orient, où cet endoctrinement se double d'un apprentissage du terrorisme. Si les mesures annoncées hier par le ministre de l'Intérieur au Conseil des ministres sont nécessaires, la question que ces actes terroristes nous posent n'est pas seulement d'ordre sécuritaire. Le djihadisme New Age en France est d'abord un problème sociétal. La prison en est devenue le réservoir, l'abandon à soi-même, la promiscuité aussi, la fréquentation de salafistes fraîchement convertis y prépare au pire, quand une peine de probation éviterait à certains le passage par la case prison pour des petits délits. La future réforme pénale aidera peut-être à résoudre au moins cet aspect des choses. Le diagnostic sociologique étant posé, les regains actuels d'un antisémitisme polymorphe ne peuvent pourtant que raviver chez les Juifs et chez tous les démocrates la mémoire du génocide qui a annihilé 6 millions d'entre eux, ici même en Europe, dont 73 000 en France. Intolérable, cet antisémitisme doit être combattu par tous les moyens, comme l'islamophobie d'ailleurs, la xénophobie
et tous les racismes. Ces actes antisémites ne peuvent être amenés à une affaire entre juifs et musulmans. Les arabo-musulmans de France eux-mêmes pâtissent par réaction d'une aggravation du rejet indistinct, injuste, dont ils sont déjà victimes. En fait, ce sont nos sociétés démocratiques, libres, progressistes, que ces actes prennent pour cible et déstabilisent. Monsieur le ministre, les discours d'apaisement et les messages de sympathie ne suffisent plus. Que compte faire le gouvernement pour changer la donne en profondeur et rétablir les conditions d'un vivre ensemble acceptable? Merci. Merci. La parole à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Esther Benbassa, lorsqu'un homme entre dans un musée et abat froidement 4 innocents, avec pour seul mobile la haine du peuple juif, le gouvernement et la représentation nationale sont soulevés, comme tous les citoyens français, par l'indignation, et votre question, évidemment, le soulignait. Je veux donc, à mon tour, avec vous, adresser aujourd'hui aux communautés juives de Belgique et de France frappées par le deuil, et que ces individus odieux voudraient condamner à faire vivre dans la peur, un message de soutien fraternel, de solidarité et de compassion. À l'heure où nous rendons hommage aux victimes, il nous faut aussi, vous avez raison, Madame la sénatrice, insister sur la dimension de violence extrême qui s'attache à ces actes et qui doit nous mobiliser tous au plus profondément des valeurs de notre société. Au nom du gouvernement, je tiens à vous assurer d'abord de notre fermeté absolue dans le combat que nous livrerons contre ces menaces, en coopération avec nos partenaires européens dans la lutte contre cette barbarie moderne. Les auteurs d'actes antisémites doivent savoir qu'ils seront inlassablement traqués, retrouvés et punis. Vous l'avez rappelé, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a présenté en Conseil des ministres le 23 juin un arsenal de mesures destinées à éradiquer la menace terroriste en France. Mais vous avez également raison, l'affaire Nemmouche démontre le danger qui peut exister dans les prisons, qui peuvent devenir des lieux de radicalisation, faisant de petits délinquants les pires terroristes. La prison est indéniablement aujourd'hui propice à la diffusion du message radical, la fragilité psychologique de certains détenus, la promiscuité favorise les prosélytismes de tout type. C'est pourquoi le ministère de la Justice et de l'Intérieur prépare une série de mesures ambitieuses visant à renforcer l'action des services de renseignement pénitentiaire, à améliorer le recrutement et la formation des aumôniers, notamment musulmans, et bien évidemment, les tentatives d'amalgame qui sont faites autour de la religion musulmane sont inacceptables, car nous savons très bien que ces terroristes travestissent la nature de cette religion. Enfin, que ces aumôniers soient des imams formés aux principes civiques et citoyens qui sont ceux de l'islam de France. Il s'agit enfin de prendre en charge les individus radicalisés au terme de leur détention. Mais vous avez raison, Madame la sénatrice, de signaler qu'au-delà de ces aspects de surveillance et de répression, il existe un combat permanent à mener dans la société tout entière. Et il y a évidemment les questions posées par les technologies modernes, Internet, il y a aussi tout simplement la résurgence de propagande. Et il y a quelques mois, les affaires Dieudonné nous rappelaient l'engagement du gouvernement dans ce sens. Voilà, Madame la sénatrice, au moment où nous pouvons considérer que cette situation est très grave, la volonté du gouvernement qui s'exprime par un combat tout à fait déterminé et global contre l'antisémitisme, contre la violence et contre le terrorisme. Merci. La parole à Christian Favier pour le groupe CRC. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Vous allez proposer dans quelques jours, dans l'improvisation la plus totale, une réforme territoriale dont personne ne veut, hormis peut-être quelques cercles libéraux de Bruxelles. Cette réforme, imposée par le Président de la République, ne procède, on le sait, d'aucune règle, ne s'appuie sur aucune étude d'impact, ni objectif clairement défini. Loin de toute concertation véritable et en reconcentrant les pouvoirs locaux, cette réforme est contraire à l'engagement 54 du candidat Hollande qui visait à associer les élus locaux pour promouvoir une nouvelle étape de la décentralisation. Il s'agit en fait aujourd'hui d'un bouleversement considérable de nos institutions locales
qui va voir la disparition des communes au profit d'intercommunalités d'au moins 20 000 habitants, qui va organiser la fin programmée des départements, même si cela est contraire à notre Constitution, qui va regrouper nos régions et réduire le nombre des élus locaux. Et tout cela accompagné d'une cure d'austérité sans précédent pour toutes les collectivités. Pour justifier l'urgence de ce Big Bang de nos institutions, l'argument avancé reposait sur d'importantes économies espérées. Or maintenant, votre secrétaire d'État en charge de cette réforme déclare qu'il faudra attendre 5 à 10 ans pour voir le début d'économies éventuelles. En fait, il n'y a effectivement aucune économie réelle à espérer de cette réforme, si ce n'est en réduisant l'action locale, la réponse aux besoins et aux attentes des populations. Il n'y a donc aucune urgence à mettre en œuvre cette réforme. Il serait inacceptable d'avoir un débat parlementaire tronqué, à la hussarde, en procédure accélérée durant les vacances. À l'inverse, nous vous demandons d'organiser un grand débat national, associant la population et en respectant le rôle des assemblées élues. Nous vous demandons de consulter l'ensemble des assemblées départementales et régionales. Nous demandons que le Sénat réunisse à nouveau les États généraux pour donner la parole à tous les élus locaux et que cette parole soit réellement entendue. Enfin, comme 58% des Français, nous vous demandons qu'à la suite de cette vaste consultation, le projet adopté par le Parlement soit soumis au peuple souverain qui, seul, est habilité à transformer le cadre institutionnel de nos institutions. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Christian Favier, je connais votre attachement au territoire. J'ai pu le constater avec vous sur le terrain. Et je voudrais simplement faire des remarques suite aux propos du Premier ministre tout à l'heure. Nous avons beaucoup discuté ici et pris tout notre temps pour parler des territoires, de l'intercommunalité. Je sais que sur le sujet de l'intercommunalité, nous n'avons pas trouvé d'accord. Je pense que nous n'en trouverons pas. Mais quand vous dites tout ça a été fait trop vite, on a passé plusieurs semaines à faire ce débat. Je vous rappelle, je ne sais pas qui crie comme ça. C'est vrai, on ne peut pas savoir qui crie dans son dos. Je vous rappelle que le président de la République a tenu, après avoir posé les principes des fusions de régions le 14 janvier, après le débat du Sénat, à prendre en compte l'avis de tous les groupes politiques représentés au Parlement, ce qu'il a fait pendant plusieurs mois. Le Premier ministre a rencontré toutes les associations d'élus responsables et maintenant il faut que nous passions vraiment, que nous rentrions dans le vif du sujet avec deux texte, celui dont a parlé Monsieur le Premier ministre tout à l'heure sur la réorganisation territoriale à partir de la carte des régions. Et puis ensuite, bien que ces deux textes soient présentés ensemble, vous l'avez remarqué, nous continuerons à discuter des compétences. Je vous rappelle qu'ici, nous avons beaucoup progressé entre la première mouture et la fin de nos débats il y a maintenant quelques mois. Nous avons à prendre des décisions ensemble concernant en particulier la compétence des intercommunalités et celle des régions, leur rôle dans le redressement économique du pays. Nul ne pense que les territoires en l'état ont suffisamment de moyens en termes de masse critique et d'éléments de... Mais ne criez pas comme ça. Et en termes d'échanges internes, pour pouvoir redresser le pays, preuve en est, c'est qu'il y a... Pardon, alors je vais vous regarder. Madame la ministre, continuez s'il vous plaît. On pourrait jouer à tout, vous savez. Nous avons ici eu un débat extrêmement intéressant et je dis aussi grâce à la délégation aux collectivités territoriales sur le rôle des collectivités territoriales dans le redressement du pays et je vois que certains nous approuvent. Ce débat a été riche, il a été fourni. Vous n'avez pas compté votre temps, nous n'avons pas compté le nôtre et nous ne compterons pas notre temps pour continuer à discuter des compétences et de la meilleure façon de rendre ce qui n'existe pas sur les territoires de France aujourd'hui, c'est l'égalité en territoire et même l'équité. Aujourd'hui, l'hyper-richesse côtoie l'hyper-pauvreté. Cela ne nous satisfait pas. Nous voulons aussi trouver la solidarité entre les territoires. Merci. La parole est à Monsieur le Président Gérard Larcher pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mon interrogation rejoint celle du Président Sueur et de Madame Benbassa. Elle montre
l'émotion qui traverse tous nos groupes face à la tragédie qui a été vécue au musée juif de Bruxelles, qui vient nous rappeler la tragédie de Toulouse, mais aussi une tragédie qui a frappé nos soldats, je le rappelle, avant Toulouse, et des familles. Et bien sûr, nous vivons cette solidarité fraternelle avec la communauté israélite. Mais ces crimes démontrent que dans notre pays, l'obscurantisme gangrène certains esprits et peut ronger progressivement notre socle républicain. Cet islamisme radical, le président d'honneur du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, s'en est dit récemment très préoccupé, et je le cite, « Ce phénomène de radicalisation qui défigure l'image de l'islam et des musulmans. Chaque Français, quelle que soit son appartenance religieuse ou philosophique, doit pouvoir vivre en sécurité et liberté. C'est cela la France laïque, et cela s'applique aussi à ceux que nous accueillons. » Depuis 2 années, plusieurs centaines de jeunes rejoignent des mouvements djihadistes. Comment prévenir ces départs? Je le sais, Monsieur le Premier ministre, que ceci préoccupe le gouvernement. Comment gérer aussi les retours d'hommes et parfois de femmes entraînés, ayant vécu dans une certaine ambiance? Quels seront leurs objectifs, oui, au retour? Face à ce terrorisme, au djihadisme, la réponse doit être globale et européenne. Le coordonnateur européen contre le terrorisme, d'ailleurs, l'a rappelé. À l'intérieur et au-delà de l'espace Schengen, les actions d'Europol, d'Eurojust, de Frontex doivent être mieux coordonnées. Il y a quelques semaines, nous étions avec une délégation du Sénat à Sanlurfa, à la frontière de la Syrie. Nous avons vu à la fois l'accueil de dizaines de milliers de réfugiés syriens en Turquie, j'allais dire, dans cette horrible guerre. Le Liban connaît la même situation, mais en même temps, nous avons vu la prégnance de mouvements extrémistes tels que l'État islamique en Irak et au Levant, dont se réclame Mehdi Nemmouche. Alors, Monsieur le Premier ministre, je sais que le 25 juin devrait être présenté en Conseil des ministres un plan qui va compléter le premier plan présenté. Alors, 4 interrogations. De quels moyens humains, financiers, juridiques disposons-nous pour surveiller et suivre ces individus dangereux? Je vous ai entendu tout à l'heure évoquer le renforcement de ces moyens. Privation de passeport, point d'interrogation, expulsion d'étrangers impliqués dans les filières djihadistes, cyberpatrouille, gel des avoirs des microfilières. Voilà, me semble-t-il, quelques éléments. Comment optimiser l'action de la DGSI? Comment surveiller ces jeunes dont l'enrôlement commence sur le web, se poursuit parfois, mais pas toujours, en prison, car le problème de la prison n'est pas le seul problème. Faut-il renforcer la coordination de l'action du bureau de l'administration pénitentiaire? Enfin, je sais que le président de la République, dans le cadre du G7 hier, a évoqué cette question avec les chefs d'État et de gouvernement. Je sais que le ministre de l'Intérieur le fait aujourd'hui même. Vraiment, j'allais dire, nous tous, quelle que soit notre sensibilité, il nous semble que la réponse ne doit pas être qu'une réponse de circonstance face à un drame, mais une réponse globale, car il y va aussi des valeurs républicaines. Merci. La parole à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Larcher, votre question, les pistes, les réponses, l'esprit qui vous anime rejoignent à la fois les questions qui ont déjà été posées et les réponses que le gouvernement a apportées. C'est un sujet de préoccupation majeur et qui concerne tous les pays. Dans les initiatives que j'avais prises comme ministre de l'Intérieur, que développe, amplifie Bernard Cazeneuve, il l'est au Luxembourg, dans le cadre d'une réunion avec les ministres de l'Intérieur européens, nous avons décidé d'amplifier la coopération avec d'autres pays qui sont concernés par ces phénomènes, des pays comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, qui connaissent les mêmes types de problèmes, mais aussi évidemment d'autres pays voisins comme la Jordanie et le Liban, mais aussi le Maroc ou la Tunisie, qui connaissent, et de quelle manière, également ces départs vers la Syrie. Donc c'est un arsenal de mesures, au niveau international européen. Bernard Cazeneuve, comme la ministre de l'Intérieur belge, l'ont souligné. Cela pose toutes les problématiques de fonctionnement de l'espace Schengen, le suivi, la coopération entre les services. Cela veut bien dire que dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, qu'il faut davantage d'Europe et en tout cas d'efficacité
sur ce sujet comme sur bien d'autres. Et puis il y a notre propre arsenal qu'il faut renforcer. La Direction générale de la sécurité intérieure a été créée précisément pour faire face à ce type de problème, mais aussi son lien à sa coordination avec le renseignement territorial, car il faut être capable de détecter tous les signaux faibles, comme on dit dans le jargon du renseignement. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas face à une menace organisée classique, comme celle que nous avons pu connaître par le passé, mais à une menace diffuse dans la société, au sein même de la société française. Et ces phénomènes, nous les connaissons dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, en Belgique, dans les pays du nord de l'Europe, en Espagne, en Allemagne aussi, à un niveau jamais connu. Donc l'échange d'expériences, mais aussi la capacité de prévention, le travail en prison, mais vous avez eu raison, Monsieur le Président, d'indiquer qu'il n'y a pas que la prison. La prison, il y a un travail qui est entamé déjà depuis plusieurs mois. Jean-Marie Le Guen le rappelait, grâce à la coopération entre le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur. Mais l'autoradicalisation sur Internet pose des problèmes majeurs. Et dans le dialogue que nous avons avec nos amis américains, nous leur faisons valoir, ça vaut pour le terrorisme comme ça vaut là aussi pour d'autres secteurs, les contraintes, les contradictions, les empêchements dus à l'amendement 1 de leur Constitution, qui nous empêchent d'aller plus loin. Les questions liées à la liberté de la presse, nous en avions débattu ici même à l'automne 2012. Donc ces problèmes, il faut les poser sans avoir à l'esprit, vous l'avez dit aussi, et je vous rejoins, des textes de loi ou des mesures de circonstance, mais qui répondent à cette menace majeure pour notre démocratie et pour la cohésion, Madame Benbassa, vous l'indiquiez avec vos mots, pour la cohésion de notre pays, et nous devons y veiller. Et nous devons ensemble trouver à chaque fois la bonne réponse, celle de la société, et vous aviez raison de rappeler les mots de l'ancien président du Conseil du culte français musulman, et je veux saluer aussi l'initiative qui a été prise par le recteur de la mosquée de Paris, parce que c'est une mobilisation du culte musulman, des intellectuels musulmans, de toute la société, pour faire face à ce qui peut devenir une fracture dans notre pays, et puis trouver une bonne réponse législative, juridique, qui doivent s'imposer. Nous y reviendrons très vite, parce que là, il faut aussi agir vite et avec beaucoup de précision. En tout cas, Monsieur le Président, merci du ton et du soutien que vous apportez à une cause qui, évidemment, dépasse tous les clivages et qui doit nous rassembler. Merci. La parole à Gilbert Roger pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le ministre, ces dernières années, beaucoup de Français modestes sont entrés dans l'impôt alors que leur situation n'a pas évolué. En 4 ans, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, la suppression de la demi-part fiscale des personnes seules ayant élevé un enfant ont poussé près de 4 millions de foyers, notamment de petits retraités, dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Cette situation n'est plus soutenable pour les contribuables, en particulier du bas du barème. Aussi, je salue la décision prise par Monsieur le Premier ministre de réduire ou d'annuler l'impôt sur le revenu des personnes gagnant moins de 1 200 € net par mois. Cette mesure bénéficiera à plus de 3 millions de ménages et parmi eux, 1,8 million ne seront plus soumis à l'impôt sur le revenu. La taxe d'habitation et la redevance télé étant assises sur le revenu fiscal de référence, ces contribuables n'acquitteront pas non plus ces taxes qui se déclenchent automatiquement avec l'entrée dans l'impôt sur le revenu. Bercy a mis à disposition des contribuables un simulateur sur Internet pour connaître le montant de l'impôt déclaré. Aussi, beaucoup de nos concitoyens ayant utilisé cet outil de calcul pour connaître le montant de leur impôt en 2014, et certains ont pu constater une forte augmentation, parfois 700 €, par rapport à l'année précédente. Le problème est que le simulateur ne prend pas en compte l'annonce de la réduction d'impôt prévue dès septembre 2014, puisque cette mesure n'a pas encore été votée par le Parlement. Elle sera dans quelques jours et quelques semaines. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous organiser une communication direction de chaque foyer
concernés par cette réforme afin d'indiquer à ces contribuables que la simulation faite sur Internet ne correspond pas du tout à ce qu'ils vont payer à l'automne, puisque la réduction d'impôt s'appliquera dès le mois de septembre 2014. Je vous remercie pour votre réponse précise et claire. Merci. Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Gilbert Roger. Comme vous le savez, dans le pacte de responsabilité et de solidarité, le gouvernement a décidé de vous proposer, à votre vote un certain nombre de dispositions qui vont permettre, d'une part, de diminuer des cotisations ou des impôts qui pèsent sur les entreprises pour leur permettre d'investir et d'embaucher, mais va permettre aussi, et en 2015 de manière massive, de baisser les cotisations pesant sur les salariés et de faire sortir, vous venez d'en parler, de l'impôt sur le revenu, les couples les plus modestes qui y sont rentrés au cours de ces dernières années ou qui risqueraient d'y rentrer à cet automne 2014. Cette rentrée est la conséquence d'un certain nombre de mesures votées par les uns comme par les autres, dont par exemple la fameuse demi-part des veuves dont nous entendons parler à chaque fois, qui a été votée il y a de nombreuses années et dont les effets néfastes continuent encore aujourd'hui à se faire sentir sur un certain nombre de personnes âgées. Nous avons donc décidé de vous proposer à votre vote une mesure qui permettra de réduire l'impôt de 350 € pour un célibataire ou de 700 € pour un couple, dès lors que ce célibataire ou le couple 2 fois plus gagnerait, qu'il soit retraité ou qu'il soit salarié, un peu moins de 1,1 SMIC. Ce sont plus de 1 800 000 foyers qui vont ainsi pouvoir, comme vous le disiez vous-même, sortir de l'impôt sur les revenus avec toutes les conséquences que ceci emporte en termes de baisse d'autres types d'impôts ou de baisse d'autres types de contributions. Comment ce système sera-t-il financé? Vous le savez là aussi. Le gouvernement vous propose de financer cette diminution et même parfois suppression de l'impôt pour les plus modestes des Français en mobilisant les revenus nouveaux qui ont été en quelque sorte provoqués par la régularisation des comptes et en particulier des comptes en Suisse. C'est l'argent de ceux qui ont caché leur argent qui va nous permettre de baisser l'impôt des plus modestes des Français. Alors vous dites à juste titre, comment cette information va-t-elle pouvoir être portée à la connaissance de ceux qui sont concernés, puisque nous ne pouvons pas décider de mettre dans nos dispositifs d'information des dispositions qui n'ont pas encore été votées par le Parlement. Cependant, monsieur le sénateur, nous avons décidé de mettre d'ici à la fin de ce mois un nouveau simulateur à blanc qui intégrera ces réductions et permettra à chacun de connaître exactement la situation qui sera la sienne. C'est une bonne nouvelle dont chacun pourra prendre connaissance. Merci. La parole à Yves Daudigny pour le groupe socialiste. Non, pardon, on va inverser. La parole est à René-Paul Savary pour le groupe UMP avec toutes mes excuses. Je vais trop vite. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le Ministre en charge de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Elle porte sur la dépendance et l'annonce faite hier en Conseil des ministres de l'acte 2 de l'APA, allocation personnalisée de l'autonomie. Cela ne vous a pas échappé, Madame le Ministre, que l'acte 1 n'était toujours pas compensé financièrement aux conseils généraux. En effet, l'APA est sous la responsabilité des départements depuis sa création il y a une dizaine d'années. Et cet échelon départemental a fait preuve d'efficacité. L'âge moyen d'entrée en maison de retraite a reculé de 75 ans à 83 ans. C'est une avancée majeure en faveur du maintien à domicile et du bien-être des personnes âgées. C'est incontestable et largement reconnu. Et cela, malgré toutes les difficultés budgétaires. Le projet de loi, Madame la Ministre, parle d'une revalorisation, porte sur 645 millions d'euros, financés par la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, payée par les retraités eux-mêmes, et place, ou je dirais plutôt placer, les départements comme chefs de file de cette prestation, véritable reconnaissance de leur savoir-faire. Je suis sûr, Madame le Ministre,
que vous ne souhaitez pas brouiller les pistes entre réforme territoriale, politique de la dépendance et son financement. Alors vous allez donc pouvoir, je pense, répondre clairement à mes questions. La première, à la place des départements, qui vont être dévitalisés au dire de certains, euthanasiés au dire d'autres. Quel échelon sera reconnu pour assurer cette prestation? Ou bien envisagez-vous une recentralisation du dispositif? Deuxième question, quel calendrier avez-vous retenu pour sa mise en œuvre? La question n'est pas anodine puisque la CASA est perçue depuis l'an dernier. Et troisième question, enfin, pourquoi cette recette n'est-elle pas attribuée dès à présent aux départements, permettant ainsi de réduire le reste à charge pour les usagers? Merci Madame le ministre pour vos précisions, car le vieillissement concerne ou concernera tous nos concitoyens et même chacun d'entre nous, mes chers collègues, même si, comme disait André Malraux, on ne voit vieillir que les autres. Merci. La parole à Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Savary, merci de cette question. En effet, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres mardi un important projet de loi sur l'adaptation de notre société au vieillissement. Et en effet, ce sont 640 millions d'euros qui, dès la promulgation de cette loi, seront consacrés à l'accompagnement du vieillissement, c'est-à-dire à la fois l'anticipation du vieillissement, parce que nos concitoyens veulent vieillir le plus longtemps possible dans les meilleures conditions chez eux, à l'adaptation de notre société au vieillissement et en particulier à l'adaptation des logements et du cadre urbain au vieillissement de la population, parce que vieillir chez soi ne signifie pas rester chez soi. Et enfin, un volet important consacré à l'accompagnement, dont je dirais, avant de vous répondre sur la question spécifique de l'APA, je voudrais signaler une mesure extrêmement importante, qui est celle de la mise en place d'une aide aux aidants, d'un droit au répit, qui permettra aux familles qui accompagnent des personnes âgées en grande perte d'autonomie de pouvoir, pendant quelques jours par an, pour prendre une semaine de repos, de financer un hébergement temporaire. C'est donc une loi extrêmement importante et vous nous interrogez sur son financement. Le financement, vous le connaissez, c'est effectivement la CASA qui va être, dès la promulgation de la loi, disais-je, intégralement consacrée au financement de la loi accompagnant le vieillissement. Et je voudrais vous rassurer, les conseils généraux n'auront pas à prendre en charge une quelconque dépense supplémentaire. La loi prévoit en effet que les personnes en perte d'autonomie recevront à la fois plus d'heures d'aide à domicile et que le reste à charge qui leur est laissé pour le moment sera réduit. C'est donc une mesure d'accompagnement et une mesure de justice sociale extrêmement importante et que cette prise en charge sera totalement assumée par la CASA. Je crois donc pouvoir avoir répondu en partie à vos interrogations. En ce qui concerne le calendrier, l'examen en première lecture viendra le plus rapidement possible et ensuite, si le Parlement travaille vite, comme nous le souhaitons tous, et je pense que sur ce projet de loi, nous pouvons tous nous retrouver pour montrer au pays que nous sommes unis face aux grands défis, cette loi pourra être le plus rapidement possible à la portée de tous les Français. Merci. Yves Daudigny pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. En octobre dernier, ici même, à l'ouverture des débats sur le projet de loi garantissant l'avenir et la justice des retraites, j'avais tenu à souligner à la tribune combien, 3 ans après une réforme passée en force, nous avions changé de méthode, de projet et de perspective. La loi promulguée en janvier 2014 crée des droits nouveaux. C'est une réforme de justice et de progrès. Il suffit de rappeler, outre la prise en compte de la pénibilité, ce qui n'est pas le moins, l'amélioration du dispositif de retraite progressive pour les seniors et de retraite anticipée pour les personnes handicapées, celle des travailleurs précaires, avec l'abaissement du seuil d'acquisition d'un trimestre de 200 à 150 heures SMIC, la validation des périodes d'apprentissage et de stage pour les jeunes, l'augmentation des pensions des non-salariés agricoles, le droit à une majoration d'assurance pour les aidants familiaux. La volonté et l'action du gouvernement
sont aussi inscrites dans un contexte d'inégalité entre hommes et femmes dans la sphère professionnelle et dans la vie quotidienne des familles. Madame la secrétaire d'État, vous étiez alors rapporteure de la délégation aux droits des femmes. Je ne vous apprendrai donc rien en rappelant le constat que vous portiez vous-même sur l'importance des droits familiaux qui compensent en partie l'écart des pensions en droit propre entre hommes et femmes, précisément de 58 à 72 %. La délégation demandait à cet égard que les droits familiaux soient centrés sur la maternité pour remplir l'objectif de compensation de ses conséquences sur la retraite des femmes. Le décret publié le 1er juin dernier, qui permettra enfin, titrait un quotidien, de prendre en compte la durée réelle des congés de maternité pour les droits à la retraite, s'inscrit, me semble-t-il, dans cette perspective de compensation. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie d'en donner confirmation à la représentation nationale et de nous éclairer sur les conséquences concrètes de ce nouveau droit. Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur Yves Daudigny, merci de cette question et merci d'avoir souligné que la loi sur les retraites n'a pas simplement garanti dans la durée le financement des régimes de retraite, mais qu'elle a aussi permis, à l'initiative du gouvernement et avec un soutien fort de la majorité parlementaire, des avancées sociales majeures. Parmi ces avancées sociales majeures, vous l'évoquiez, il y a celles qui vont dans le sens de l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, aujourd'hui, la retraite des femmes est en moyenne de 30 % inférieure à celle des hommes, ce qui est proprement inacceptable. Bien entendu, l'égalité des retraites se joue bien avant l'arrivée à la retraite, elle se joue dans les parcours professionnels. Et il faut se battre tout au long de la vie professionnelle des femmes, aussi bien dans le Code du travail que dans les plans d'égalité professionnelle, pour leur garantir des carrières égales à celles des hommes. Et il est à cet égard important que la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, qui est souvent l'obstacle le plus lourd qui pèse sur les carrières des femmes, soit favorisée. Ainsi, la mesure que vous avez révélée et qui vient de faire l'objet d'un décret est importante. 70 000 femmes vont pouvoir compter sur des trimestres supplémentaires au moment du calcul de leur retraite lorsqu'elles ont eu 3 enfants et plus, ou par exemple des jumeaux, ou encore pour celles qui ont adopté. Cette mesure importante s'ajoute à d'autres qui figurent dans la loi sur les retraites et qui vont permettre une meilleure prise en compte du travail à temps partiel, lequel, je vous le rappelle, touche principalement les femmes et hypothèque principalement le montant des retraites des femmes. Je rappelle aussi la double revalorisation du minimum vieillesse cette année, soit 80 € de plus pour les petites retraites, sachant que celles-ci sont perçues à 80 % par les femmes. Vous le voyez, monsieur le sénateur, le gouvernement œuvre en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au moment de la retraite, au travail et dans la vie quotidienne. Merci. Philippe Darniche pour le groupe des non-inscrits. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, parti je crois, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, en septembre, comme d'autres collègues ici présents, je ne briguerai pas un nouveau mandat de sénateur. À l'aune de cette étape politique, je regarde derrière moi, taraudé par cette question, quel monde sommes-nous en train de transmettre à nos enfants? Alors permettez-moi de poser la question, quelle société voulez-vous transmettre aux générations de demain? Depuis plusieurs décennies, je vois s'écrouler les repères qui ont façonné ma vie. Je pense à mon éducation familiale, je pense à ces liens de fidélité qui ont permis de construire une famille, je pense à cette société qui accueillait les petits et protégeait les faibles et nos aînés de génération en génération. Aujourd'hui, je constate que le gouvernement remet en cause la nature, rien de plus, rien de moins. Avec les ABCD de l'égalité, par exemple. Votre obsession de déconstruire les stéréotypes revient à déconstruire la complémentarité. La différence homme-femme, vous ne l'acceptez pas, car vous ne concevez pas que le mot complémentarité puisse exprimer respect et enrichissement. Cette complémentarité devait rester la référence dans le mariage entre un homme et une femme et dans l'éducation à transmettre à leurs enfants. On doit aimer la vie, on doit aimer et respecter nos anciens car ils sont la pierre sur laquelle s'est construite notre histoire. Ça, c'est le devoir filial. On doit s'émouvoir devant le malade, l'handicapé, car dans son corps blessé, c'est notre humanité qu'il porte. Et pourtant, que faites-vous lorsque 96% des fœtus porteurs d'une trisomie 21 sont avortés au seul prétexte de leur maladie? Pourquoi avoir dissocié avortement et détresse? Pourquoi avoir rendu gratuite la pilule contraceptive
pour les jeunes filles dès 15 ans. Vous les déresponsabilisez en leur faisant croire que dans la vie, la liberté, c'est assouvir tous les désirs, alors même que ces désirs peuvent vous rendre esclave. De quelle liberté parlez-vous quand nos aînés, touchés par le poids des ans, quand nos concitoyens malades sentent le risque de se voir supprimés par une société qui bouleverse les codes multiséculaires de l'accompagnement de fin de vie? Que faire dans ce monde qui ne respecte plus les lois écrites, inscrites dans le cœur de l'homme? D'une manière générale, le bateau France part à la dérive. Chaque jour, les indicateurs le démontrent. Les Français désorientés se réfugient dans les extrêmes. Face à l'augmentation du chômage, vous faites diversion et proposez un projet de réforme territoriale bâclé sans aucune concertation. Face à l'explosion de la sécurité, vous ne trouvez rien de mieux qu'une loi favorisant le laxisme pénal. Les générations futures ne peuvent pas être sacrifiées. Je m'adresse au gouvernement dans son ensemble. Quand cesserez-vous d'abîmer la France? Merci, Madame Laurence Rossignol. Monsieur le sénateur Derniche, d'abord, je voudrais contribuer à lever en vous une inquiétude qui me paraît importante et lourde, probablement. D'abord, essayez de vous rassurer. Non, les androgynes ne vont pas revenir et ils ne vont pas de nouveau provoquer la colère des dieux et déclencher celle de Zeus. Vivez tranquille. Non, l'indifférenciation des sexes ne nous menace pas. Elle ne menace pas l'espèce humaine. Cette peur ancestrale qui est historique et qui est absolument identique à celle de la peur de la fin de l'espèce, d'une espèce qui cesserait de se reproduire, faute de reconnaître son plus et son moins. Monsieur le sénateur, ce qui marque l'humanisme moderne, c'est justement la conviction que la nature est tout sauf une norme morale. Et ce qui fait la force de la République, celle que les hommes ont construite, qu'ils sont allés conquérir sur la nature qu'ils ne leur avaient pas donnée, c'est que justement, elle permet à chacun de vivre selon ses convictions. Et la force de la loi civile, c'est que ce qu'elle permet, elle ne l'oblige pas. Donc, pour tout ce que vous évoquez, personne n'est obligé. Mais la loi des hommes le permet, la loi de la nature l'interdit. Vous nous demandez, monsieur le sénateur, quelle société nous voulons transmettre à nos enfants? Eh bien, une société construite sur les valeurs qui sont les nôtres, qui sont celles de cette maison. C'est là où je les ai consolidées, où beaucoup me les ont enseignées aussi, celles de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Car ce sont les seules valeurs universelles. Et c'est celles qui nous ont permis, à nous les femmes en particulier, de conquérir des libertés nouvelles que la nature ne nous avait pas données non plus. Je pense au premier rang duquel les droits procréatifs, la contraception, le droit à l'IVG, qui, je le rappelle, avant la loi Veil, exposait des centaines de femmes à des interruptions volontaires de grossesse dans des conditions inhumaines, dangereuses et mortelles. Ces droits-là, la nature, disais-je, ne nous a pas donnés, mais parfois même elle était tellement généreuse que la nature était un fardeau pour nous. Monsieur le sénateur, je vous souhaite une retraite heureuse. Vous aurez le temps de vous consacrer à des controverses, la place de la foi, la place de la loi, et une vieille question posée par les apôtres, est-ce que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes ou est-ce que la loi des hommes est supérieure à celle de Dieu? Bonne retraite, monsieur le sénateur. Merci. Merci, mes chers collègues. Nous en avons fini avec les questions d'actualité. Je vais suspendre la séance. L'ordre du jour du mardi 10 juin 2014 à 14h30. Débat « Quel avenir pour les colonies de vacances ?» À 17h, débat sur l'application de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Et à 21h30, débat sur les collectivités locales et la culture. La séance est levée. Voilà pour cette séance des questions d'actualité que vous avez pu suivre en direct du Sénat. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire ensemble la séance.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct cet après-midi du Sénat. Après la séance des questions d'actualité au gouvernement, séance dominée, vous avez pu le constater cet après-midi, par la réforme territoriale qui intéresse évidemment beaucoup nos sénateurs. Jean-Marie Le Guen.